La nuit était déjà tombée sur Neuilly-sur-Seine, drapant la villa monumentale d'un silence glacial que seul le murmure lointain de Paris osait troubler. À l'intérieur, les immenses baies vitrées ne reflétaient que le vide poli des sols en marbre et l'acier froid des structures modernes. C était un monde d'une richesse ostentatoire, mais dépourvu de chaleur, un musée personnel où chaque objet semblait crier sa valeur sans jamais raconter d'histoire. Dans ce décor impersonnel, Chloé Lefebvre se déplaçait comme une ombre, son uniforme simple la rendant presque invisible. Elle finissait de nettoyer la bibliothèque, un sanctuaire de savoir silencieux où l'odeur du vieux papier se mêlait à celle plus âcre, de la cire qu'elle venait d'appliquer. Chaque geste était précis, méticuleux, une chorégraphie silencieuse exécutée dans un théâtre où elle ne était qu'un élément du décor ignoré de tous. Soudain, des éclats de rire brisèrent le calme feutré, se répercutant contre les murs nus du couloir. C était la voix de Camille, la fiancée de son employeur, Alexandre Lambert, mêlée à celle de son cousin, Julien. Par pur réflexe, pour ne pas déranger, Chloé se glissa derrière une immense bibliothèque en acajou, son cœur battant légèrement plus vite. Elle se fit la plus petite possible, retenant sa respiration. De sa cachette, elle ne voyait qu'une parcelle du somptueux tapis persan et les chaussures élégantes du couple qui venait d'entrer. Ils s'installèrent dans les fauteuils en cuir, leurs silhouettes découpées par la faible lueur d'une lampe de bureau. Leur conversation, d'abord légère et moqueuse, prit rapidement une tournure plus sérieuse, leur voix baissant d'un ton, devenant des chuchotements conspirateurs qui portaient néanmoins parfaitement dans le silence oppressant de la pièce. Le sang de Chloé se glaça dans ses veines alors que les mots la frappaient avec la violence d'un coup de poignard. Ils ne parlaient pas d'amour, mais d'argent, de millions d'euros, détournés méthodiquement des comptes de l'entreprise d'Alexandre. Ils discutaient du coup final, celui qui le mènerait à la faillite et ferait de lui le coupable idéal de sa propre ruine. Un bruit sec et cristallin déchira l'air. Camille venait de briser son verre en riant de la naïveté de l'homme qu'elle allait épouser. Ce son fut pour Chloé comme une détonation, le fracas de l'honneur d'un homme bon, trahi par les deux personnes en qui il avait le plus confiance. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un hoquet de stupeur, ses yeux écarquillés fixant le vide, le poids de cette révélation, elle, écrasant tout entière. Leurs rires s'éloignèrent, la laissant seule dans le silence retrouvé, un silence désormais lourd de mensonges. Tremblante, Chloé sortit de sa cachette. Son regard fut irrésistiblement attiré par le grand portrait d'Alexandre accroché au-dessus de la cheminée. Pour la première fois, elle ne vit plus le PDG distant, le patron inaccessible, mais un homme vulnérable, un homme dont le monde était sur le point de s'effondrer. Une vague d'indignation et un étrange sentiment de loyauté submergèrent la peur qui lui nouait l'estomac. Elle était invisible, une simple femme de ménage, mais elle était la seule à connaître la vérité. On se demande parfois ce qu'on ferait à sa place, face à une injustice aussi flagrante. Si vous croyez, comme nous, que même la plus petite voix peut changer le cours d'une histoire, votre abonnement nous aide à continuer de partager ces récits de courage silencieux. Les jours qui suivirent furent un supplice silencieux. Chloé se mouvait dans la villa comme une automate, ses gestes habituels, masquant le chaos qui faisait rage en elle. Chaque recoin de la maison, chaque objet de luxe, lui rappelait la conversation empoisonnée qu'elle avait surprise. Le sommeil la fuyait, remplacé par des nuits blanches où les visages souriants de Camille et Julien se superposaient à celui, inconscient du danger, d'Alexandre. La peur était une compagne constante, un nœud serré dans sa gorge qui l'empêchait de respirer. Elle était prise au piège entre son instinct de survie, qui lui criait de se taire et de protéger son unique gagne-pain, et sa conscience, qui refusait de se rendre complice d'une injustice aussi monstrueuse. Le poids de ce secret était écrasant, la rendant plus invisible encore. Son passé avait forgé en elle cette droiture inflexible. Orpheline depuis l'adolescence, Chloé avait appris à ne compter que sur elle-même, naviguant dans un monde qui semblait à peine remarquer son existence.
Elle avait connu les foyers, les petits boulots précaires, la solitude des fins de mois difficiles. Chaque euro était gagné à la sueur de son front, et elle avait développé un respect quasi sacré pour le travail honnête. Son petit appartement, simple mais impeccable, était son sanctuaire. Un monde à des années-lumière de l'opulence froide de la villa Lambert. Cette vie de labeur lui avait enseigné une chose essentielle. La dignité ne se mesurait pas à la taille d'un compte en banque, mais à la pureté de ses intentions. C'est pourquoi la trahison qu'elle avait découverte la révoltait au plus profond de son être, car elle s'attaquait à la valeur même du mérite. Désormais, elle observait Alexandre avec une attention nouvelle. Sous l'armure du PDG impeccable, elle commençait à déceler les fissures. Elle remarquait la façon dont il massait discrètement sa tempe lors d'un appel téléphonique tendu, le pli d'inquiétude qui ne quittait jamais vraiment son front, même lorsqu'il souriait pour les apparences. Elle le voyait errer seul dans les immenses pièces, une fois les invités partis, son regard perdu dans le vide, trahissant une solitude profonde que toute sa fortune ne parvenait pas à combler. Il n'était plus seulement son employeur, une figure d'autorité lointaine et inaccessible. Il était devenu un homme terriblement seul, un homme aveuglé par une confiance qu'il avait placée entre les mains des mauvaises personnes. Et sa vulnérabilité touchait Chloé d'une manière inattendue. Le point de bascule survint une semaine plus tard, lors d'un après-midi banal. Camille, d'une humeur exécrable, accusa injustement un jeune jardinier d'avoir abîmé une de ses roses primées. Sa voix était tranchante, méprisante, et le jeune homme se tenait là, pétrifié et incapable de se défendre. C'est alors qu'Alexandre, qui avait tout entendu depuis son bureau, intervint. D'une voix calme, mais ferme, il prit la défense de l'employé, rappelant à sa fiancée que l'erreur était humaine et que la gentillesse était une vertu. Ce simple acte de décence, cette défense du faible contre l'arrogance, fut une révélation pour Chloé. La bonté d'Alexandre était réelle, pas une façade. C'est fou comme un simple geste d'humanité peut éclairer les ténèbres. Si vous croyez, vous aussi, que ces moments de vérité méritent d'être partagés, votre abonnement nous donne la force de continuer à raconter ces histoires. Cette nuit-là, la décision fut prise. La peur ne s'était pas envolée, mais la détermination l'avait supplantée. Elle ne pouvait plus rester inactive. Elle commença alors une quête discrète et périlleuse, transformant ses tâches ménagères en mission de reconnaissance. Chaque plumeau, chaque chiffon devenait une couverture. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle vidait la corbeille du bureau de Julien, ses doigts tremblant légèrement en dépliant un relevé bancaire froissé qui avait échappé au destructeur de documents. Les chiffres étaient incompréhensibles pour elle. Mais les noms de sociétés écrans et les montants exorbitants confirmaient les bribes de conversation entendues. Elle replia précieusement le papier et le cacha dans la doublure de son sac, ce morceau de papier devenant la première pierre de son fragile édifice de vérité. Camille, dotée d'une intuition de prédatrice, ne tarda pas à sentir un changement. Elle commença à observer Chloé, un soupçon glacial dans le regard. Les piques se firent plus fréquentes, les critiques plus acerbes. Un vase prétendument mal épousseté, une tache imaginaire sur un tapis, tout devenait prétexte à des réprimandes humiliantes, souvent devant d'autres membres du personnel. Était une guerre psychologique, une tentative de la pousser à la faute, de la briser pour qu'elle démissionne. Chloé encaissait en silence, baissant la tête pour ne pas laisser transparaître la flamme de défi qui brûlait dans ses yeux. Chaque humiliation ne faisait que renforcer sa résolution. Elle comprenait que Camille avait peur, et cela lui donnait une force insoupçonnée pour continuer sa quête de justice. Sa plus grande prise fut le fruit du hasard. Alors qu'elle nettoyait le petit salon attenant au bureau, elle entendit Camille et Julien y entrer, pensant l'endroit vide. Elle se figea derrière un paravent, son téléphone déjà à la main. D'un geste rapide, elle lança l'enregistreur vocal. La conversation était feutrée, mais suffisamment claire. Il parlait d'un transfert final, d'une signature imminente lors du grand gala des investisseurs.
Il riait de la facilité avec laquelle il manipulait Alexandre, le qualifiant de « généreux idiot ». Chaque mot était un coup de poignard. Elle resta immobile, retenant son souffle, jusqu'à ce qu'il parte. L'enregistrement ne durait que 2 minutes. Le son était médiocre, mais était une preuve irréfutable. Une voix sortie des ténèbres pour témoigner de la trahison. Armée de ces fragments de vérité, elle tenta une première approche. Elle attendit un soir où Alexandre travaillait tard. Le trouvant seul dans la bibliothèque, elle s'avança timidement, le cœur au bord des lèvres. « Monsieur Lambert, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Il leva les yeux de ses dossiers, son visage marqué par la fatigue. Il lui offrit un sourire poli mais distant, pensant sans doute qu'elle venait lui signaler une fuite d'eau ou un problème domestique. Une autre fois, « Chloé, si vous le voulez bien, je suis absolument débordé. » Ce « haine » n'était pas un rejet méchant, mais il était tout aussi efficace. La barrière sociale entre eux semblait infranchissable, et elle se retira, le poids de son impuissance plus lourd que jamais. Le reste du personnel N n'était pas aveugle à la tension croissante entre Chloé et la future maîtresse de maison. La gouvernante, une femme plus âgée qui avait tout vu, la prit à part dans la buanderie. « Fais attention à toi, ma petite », lui conseilla-t-elle à voix basse, le bruit des machines à laver couvrant leur conversation. « Ce n'est pas ta guerre. Ces gens-là, ils ne jouent pas avec les mêmes règles que nous. Si tu te mets sur leur chemin, ils t'écraseront sans même y penser. » C'était un avertissement bienveillant, dicté par l'expérience et la peur. Chloé la remercia d'un signe de tête, se sentant encore plus seule. Même ceux qui la plaignaient la voyaient déjà comme une victime, la dissuadant de se battre pour ce qui était juste. Une nuit, alors qu'elle terminait son service, elle le croisa dans la cuisine. Il se servait un verre d'eau, et pour la première fois, il semblait vraiment la voir. Il remarqua ses cernes, son expression soucieuse. « Tout va bien, Chloé, vous avez l'air épuisée. » Sa voix était douce, empreinte d'une préoccupation sincère. Était l'occasion parfaite. Les mots pour tout lui révéler se bousculèrent dans sa tête, mais la peur les bloqua dans sa gorge. Et si elle se trompait, et si, aveuglé par l'amour, il choisissait de croire Camille plutôt qu'elle? Le risque de tout perdre, son emploi, sa crédibilité, la paralysa. Elle se contenta de hocher la tête. « Juste une longue journée, monsieur. » L'occasion était manquée, et le silence qui s'installa entre eux était assourdissant. Pourtant, cette brève interaction avait changé quelque chose en elle. Sa compassion pour lui s'intensifiait, se mêlant à son sens de la justice. Quelques jours plus tard, en passant devant la bibliothèque ouverte, elle l'aperçut à l'intérieur, le dos tourné. Il ne travaillait pas. Il tenait dans ses mains un vieux cadre photo et le regardait avec une tristesse infinie. Chloé reconnut un portrait de ses parents, décédés dans un accident des années auparavant. À cet instant, elle comprit la véritable étendue de sa solitude. Camille et Julien ne lui volaient pas seulement son argent. Ils profanaient la mémoire de sa famille, exploitant son besoin désespéré de recréer un foyer, un lien, une confiance. Cette vision fut la dernière pièce du puzzle, cimentant sa détermination. La confirmation de ses craintes arriva par un appel téléphonique de Camille, qu'elle surprit alors qu'elle passait l'aspirateur dans le couloir. La fiancée parlait avec animation d'un gala de charité pour les investisseurs, qui se tiendrait à la villa dans moins d'1 semaine. Elle le décrivait comme l'apothéose, le moment où un nouveau projet révolutionnaire serait annoncé. Chloé comprit immédiatement. Était là, le coup final. Le temps était compté. Il ne lui restait que quelques jours pour trouver un moyen de faire éclater la vérité, pour empêcher que l'honneur de cet homme ne soit brisé en 1000 morceaux devant le monde entier. Le gala N était plus une simple réception. Était devenu un champ de bataille, et elle savait qu'elle devrait y livrer le combat de sa vie. Le soir du gala, la villa Lambert scintillait de 1000 feux, une vitrine parfaite pour le triomphe imminent de Camille. Les invités, un parterre d'investisseurs et de figures influentes du monde des affaires parisiens, se pressaient dans le grand salon, leurs conversations feutrées se mêlant au tintement des coupes de champagne. Chloé,
dans son uniforme impeccable, se déplaçait en périphérie de cette foule élégante, une ombre familière que personne ne remarquait. Mais ce soir-là, son invisibilité était une arme. Dans la poche de son tablier, son poing se serrait autour d'une petite clé USB, un objet minuscule contenant le poids écrasant de la vérité. Son cœur battait une cadence effrénée contre ses côtes, mais son visage restait impassible. Elle observait la scène, attendant le moment précis où le rideau de mensonges serait enfin levé, sachant que sa vie allait basculer dans quelques instants. Camille monta sur l'estrade, magnifique dans sa robe de créateur, un sourire éclatant illuminant son visage. Elle prit le micro, sa voix douce et enjôleuse captivant instantanément l'audience. Elle parlait d'avenir, de confiance, d'un nouveau projet révolutionnaire qui allait, disait-elle, redéfinir leur industrie. Alexandre la regardait depuis le premier rang, ses yeux brillants d'une fierté aveugle. C était le signal. Puisant dans une réserve de courage qu'elle ne se connaissait pas, Chloé quitta la sécurité des ombres. Elle traversa la salle, son pas déterminé fendant la mer d'invités surpris qui s'écartaient sur son passage. Arrivée à la régie technique, elle ignora le technicien qui tentait de l'intercepter et, d'une voix basse mais chargée d'une autorité irréfutable, lui dit simplement « C'est pour Monsieur Lambert ». Elle inséra la clé USB et derrière Camille, l'immense écran se mit à clignoter. Le logo de l'entreprise s'effaça, remplacé par l'image granuleuse d'un relevé bancaire froissé, les noms des sociétés écrans et les montants exorbitants parfaitement lisibles. Un murmure d'incompréhension parcourut la salle. Puis, l'enregistrement audio démarra. Les voix de Camille et Julien emplirent le silence stupéfait. Leur rire cruel et leurs mots méprisants à elle égard de l'idiot généreux résonnant contre les murs de marbre. L'enregistrement était court, à peine 2 minutes, mais chaque seconde était une détonation, exposant la trahison dans toute sa crudité. Les images défilaient ensuite sur l'écran, montrant des transferts, des dates, des signatures, une mosaïque de preuves irréfutables que Chloé avait patiemment assemblées. Le vernis de la soirée parfaite venait de voler en éclats, révélant la pourriture qui se cachait en dessous. Camille se retourna, le visage décomposé par l'incrédulité, puis par une fureur pure. Ses yeux balayèrent la foule et se fixèrent sur Chloé, qui se tenait droite près de la régie. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Cette femme est folle, elle est obsédée. Sécurité, sortez-moi cette menteuse! Hurla-t-elle, sa voix devenant stridente, son élégance s'évaporant pour ne laisser place qu'à la panique. Julien, à côté d'elle, était livide, incapable de prononcer un mot. Mais personne ne regardait plus le couple de conspirateurs. Tous les yeux étaient rivés sur Alexandre. Il était resté figé, son visage passant par toutes les étapes du choc et de la douleur la plus profonde. Lentement, il tourna la tête, non pas vers sa fiancée, mais vers Chloé, dont le regard calme et digne ne sciait pas. Il voyait enfin la vérité, non pas dans l'épreuve à l'écran, mais dans les yeux de la seule personne qui avait eu le courage de la lui montrer. Alors que 2 agents de sécurité s'avançaient vers Chloé, la main d'Alexandre se leva, stoppant net leur progression. « Ne n'y touchez pas », dit-il d'une voix basse, mais qui porta dans toute la salle. Il se leva et marcha lentement vers l'estrade, son regard ne quittant jamais celui de Chloé. Il passa devant Camille sans lui accorder la moindre attention, et s'arrêta juste devant sa sauveuse, créant un bouclier invisible autour d'elle. Il la regardait, et pour la première fois, il ne voyait plus une employée, mais une femme d'une force et d'une intégrité incroyables. « Merci », murmura-t-il, un simple mot qui contenait le poids de sa ruine évitée, de son honneur sauvé et d'une admiration naissante. Face à son monde qui s'écroulait, il venait de trouver son unique pilier, et il se tenait juste en face de lui, dans un simple uniforme de travail. Le silence qui s'abattit sur le grand salon fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les murmures cessèrent, les gardes du corps reculèrent, et la foule d'invités devint le témoin muet d'un drame qui venait de trouver sa conclusion. Camille, livide, fut escortée vers la sortie sans un mot, son masque de perfection sociale s'étant brisé en 1000 morceaux. Julien la suivit, ombre vaincue d'un complot misérablement éventé.
Au milieu de ce chaos feutré, Alexandre ne bougeait pas. Il restait là, un rempart silencieux devant Chloé, son regard fixé sur elle avec une intensité qui semblait vouloir sonder son âme. Dans les yeux de cette femme, qu'il n'avait jamais vraiment vue auparavant, il découvrait un courage et une loyauté qu'il n'avait jamais connue. La soirée N n'était pas ruinée. Elle venait de révéler la seule personne digne de confiance dans sa vie. Plus tard, lorsque les derniers invités furent partis et que la villa eut retrouvé son calme, ils se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. L'air N était plus chargé de mensonges, mais d'une vérité nouvelle et fragile. Alexandre se tourna vers Chloé, non pas avec la gratitude d'un employeur, mais avec l'humilité d'un homme qui venait d'être sauvé de lui-même. Il ne lui offrit ni argent, ni promotion. Il lui offrit quelque chose de bien plus précieux, sa vulnérabilité. Il lui parla de sa solitude, de son aveuglement, de la façon dont elle lui avait non seulement sauvé sa fortune, mais aussi son honneur. « Vous m'avez rappelé ce que signifie être intègre, Chloé, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne veux plus jamais prendre une décision sans vous. Je vous demande de devenir ma partenaire, dans les affaires, et si vous l'acceptez, dans la vie. » La vie qui suivit ne fut pas un conte de fées, mais la construction patiente d'un bonheur authentique. Chloé accepta. Ils se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie simple et intime, loin du faste ostentatoire qui avait failli causer leur perte. La villa se transforma peu à peu. Les murs froids se couvrirent de photos chaleureuses, le silence fut remplacé par des rires, et les grands espaces vides devinrent un foyer. Chloé N était plus l'ombre invisible, elle était le cœur battant de la maison et de l'entreprise. Son nom fut ajouté à celui de la société, et sa perspective, ancrée dans la réalité et la justice, devint le nouveau compas moral de l'Empire Lambert. C'est incroyable de penser qu'une seule personne qui choisit d'écouter peut tout changer. C'est pour continuer à porter ces voix que votre soutien est si précieux, alors n'hésitez pas à vous abonner. 2 ans plus tard, Alexandre et Chloé inauguraient la fondation La Voie Juste, dédiée à offrir une aide juridique et une formation professionnelle aux employés en situation de précarité, pour que plus personne n'ait à subir l'injustice en silence. Ce jour-là, en rentrant chez eux, ils croisèrent une nouvelle employée, une jeune femme d'à peine 20 ans, qui baissa les yeux, intimidée. Chloé s'arrêta et lui sourit, lui demandant son nom et si elle avait besoin de quoi que ce soit. Le visage de la jeune femme s'illumina d'une surprise reconnaissante. En cet instant, dans ce simple geste d'humanité et de reconnaissance, Chloé ne voyait pas seulement une employée, mais le reflet de son propre passé. Elle lui tendit la main, et par ce contact, elle ne faisait pas que l'accueillir. Elle brisait définitivement le cycle de l'invisibilité.